Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaël Aubry. Salut Anaël, Salut Johan. comment ça va? Écoute, ça va en forme, hein? Top. Est-ce que pour démarrer cet épisode, tu pourrais te présenter, parler un petit peu de ton parcours, à la fois sportif mais également professionnel? Ouais, alors sportif, tu parles du bien ou dans le sport? Du tien et également dans le sport, pourquoi pas? Ouais, bah écoute, ça me fait bizarre qu'on me pose cette question-là. D'habitude, on s'intéresse plutôt à ce que je fais maintenant. Non, non, mais écoute, bah, j'ai touché à beaucoup de sports, enfin différents sports plutôt. Ceux où j'ai été, on va dire, le plus performant, c'est plutôt les sports d'endurance, dans le cyclisme ou la course à pied, pour faire simple et rapide. Après, étant donné que depuis une petite quinzaine d'années, je bosse dans le sport, on va dire, de très haut niveau, je considère que j'ai pas fait du très haut niveau, même si pour, des sportifs lambda, c'était un niveau plutôt bon. Et puis, mais mon parcours, scolaire et professionnel m'a amené, à l'INSEP, pendant 2 olympiades, où j'ai notamment mené, une thèse à l'époque, qui avait, à vocation à avoir, comment dire? La capacité à répondre à des questions de terrain, à travailler avec des gens de terrain. Donc, même si on faisait des études au labo, l'idée c'était d'être un maximum en stage, en compétition, avec les gens avec qui je collaborais. Donc c'est les équipes de France, enfin la Fédération française de triathlon qui a financé ma thèse pour accompagner les équipes de France olympiques de triathlon. Et puis d'autres sports, que j'ai accompagnés à l'INSEP, on en parlera sans doute pendant le podcast. Et du coup, j'ai plus ou moins gardé cette casquette pendant quelques années, alors que mon cursus premier était plutôt dans l'entraînement et la prépa physique. Mais du coup, les années suivantes, alors plutôt dans les sports pro, majoritairement d'endurance, mais pas que, on en parlera sans doute. Mon rôle a plutôt été d'être dans on va dire le conseil scientifique, donc à la fois dans l'entraînement pour être, sur des sujets, on va dire, de base, d'accompagnement des sportifs et puis des sujets, annexes à l'entraînement, à la perf, comme la nutrition, la récup, l'altitude et cetera. Voilà, et puis depuis quelques années, je réentraîne, même si j'ai toujours un petit peu cette casquette. Donc plutôt sport d'endurance, en l'occurrence pour l'entraînement évidemment. Et puis, j'ai différentes casquettes depuis pas mal d'années, l'une dans la formation. Alors on est le 2 juillet, le 31 juillet, je rends mon tablier, mais pendant 8 ans à transfert, j'ai, coordonné une formation en prépa physique, récup et nutrition qui a formé pas mal de professionnels du sport, où l'idée première et qu'on a tenue pendant plus de 10 ans parce que du coup, à la base, j'étais plutôt intervenant. Elle était de mettre à disposition de professionnels du sport, des experts de certains sujets qui nous semblent, importants pour la perf, mais surtout des experts qui aient la capacité à expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et qui sont soit des scientifiques avec un pied sur le terrain, soit des prépas physiques, dont certains je crois que tu as déjà interviewé, qui ont une capacité de recul sur ce qu'ils font. Et puis, dans le même temps, j'ai, on va dire, 2 autres casquettes. L'une qui s'agrandit de plus en plus actuellement, où j'interviens en entreprise, des entreprises plus classiques, que notre petit monde du sport. Et où du coup, ce qu'on vient chercher, c'est les compétences que j'ai pu développer dans le sport de haut niveau pour les faire redescendre à des personnes non ou peu sportives, mais qui ont également des besoins. L'idée, c'est d'auditer, d'individualiser. Et puis une autre petite casquette dans, on va dire, des activités dans les médias, sur de la vulgarisation et de la pédagogie, liée à ce que je fais dans le sport. Voilà, j'essaie d'être le moins long possible et je pense que c'est plutôt sur la branche sport qu'on va parler aujourd'hui. Tout à fait, on va plus d'ailleurs s'attarder un peu plus sur, l'endurance.
Et pour introduire ce sujet qui est assez vaste, je vais te poser Ouais. une première question. Question simple, mais à la fois probablement légèrement complexe. Comment toi, tu définirais l'endurance? Bah écoute, je saurais pas te répondre déjà, parce qu'évidemment ça va dépendre de quel sport on parle, dans quel sport de qui on parle, son poste, ses points forts, ses points faibles, et cetera. Bon, malgré tout, hein, je t'apprends rien sur le fait que le principe de base de l'endurance, si on devait faire une définition pour les nuls, ce serait la capacité à soutenir une action ou un effort le plus longtemps possible, ce serait ça l'idée. Et évidemment, du coup, bah, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et rien dit. Évidemment, si on prend un handballeur versus un triathlète, c'est pas du tout la même chose. Malgré tout, sauf quelques sports très spécifiques, et je pense qu'il y en a pas tant que ça, il y a quand même, beaucoup cette notion d'avoir la capacité à réitérer des efforts, à les tenir un certain temps, et puis où finalement, que ce soit dans la capacité à prendre des décisions, à faire le bon geste, à pouvoir attaquer son adversaire ou quoi que ce soit, bah, très souvent finalement, les actions décisives se feront, lorsque les autres sont fatigués. Et donc finalement, même dans des sports où on pourrait se dire: «Bah, là, il faut être le plus fort, le plus rapide», des actions très, très, très brèves, très intenses. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup cette notion d'endurance, et puis, simplement que quel mot on met sur quel principe. Voilà, toujours est-il que très souvent, ça se jouera plutôt en fin de compétition, et donc nécessairement, même si ce ne sera pas la priorité dans beaucoup de sports, arriver à un certain niveau, c'est ce qui pourra nous différencier d'une première et d'une seconde place, par exemple. C'est vrai. Et souvent, quand on parle d'endurance, on a d'un côté l'endurance, on va être sur des efforts lourds avec une intensité assez basse, et d'autres efforts un peu plus intermittents où on va avoir des intensités hautes qu'on va venir répéter dans le temps. Et du coup, pour développer un peu cette endurance, on va avoir le choix entre bah, soit des efforts longs à intensité plus basse, soit des efforts intermittents. Comment tu vois ces deux types d'entraînement? Est-ce que ça s'assimile forcément à un type de sport, ou alors on peut mixer ces deux types d'entraînement pour un seul sport? Écoute, la question est assez large. Oui, c'est large. Hem, écoute, déjà, évidemment, il faudrait prendre 2 sports, les mettre sur la table, et puis prendre le temps de les étudier. Bon, malgré tout, encore une fois, quand on prend le temps d'analyser une discipline sportive, et puis ensuite de zoomer sur les besoins, de nos athlètes dans cette discipline, parce qu'évidemment, je sais pas, si on prend le hand versus le foot, évidemment, il y aura pas les mêmes besoins, mais pour autant, dans le hand, tout le monde n'aura pas les mêmes besoins suivant les postes, suivant le passif, et cetera. Pour autant, encore une fois, on se rend compte que beaucoup de sports ont un besoin, aérobie, qui ne sera pas toujours prioritaire, évidemment. Si je reprends l'exemple du handballeur, à un moment donné, au-delà des aspects techniques, tactiques, prise de décision, et cetera, si on s'arrête juste sur les besoins physiques, bien sûr, il faut sauter le plus haut possible, démarrer le plus fort possible, frapper le plus fort possible. Heu, pour autant, sauf si c'est quelqu'un qui rentre juste pour tirer les pénaltys, il va devoir répéter des efforts comme tu l'as dit, et c'est l'aérobie qui viendra un petit peu le sauver là-dessus pour pouvoir justement, mettre en valeur, ses capacités, sur l'anaérobie ou le musculaire. Donc il devra forcément passer par, un développement de sa filière aérobie, et là se posera la question évidemment, comme c'est un handballeur, de qu'est-ce qu'on met dans l'aérobie, et là il va falloir un petit peu dézoomer et réfléchir, parce que déjà il a moins le temps de la développer, qu'il ne faudra pas que ce soit, comment dire? Contre-productif par rapport à ses valeurs, ses qualités premières qu'il souhaite développer, versus si on reprend mon triathlète où là, bah, j'ai envie de te dire que, l'aérobie c'est son quotidien, et là il faudra être un petit peu plus fin aussi dans ce qu'on met dans l'aérobie, mais on pourra aussi, entre guillemets, toucher un petit peu à tout. Donc j'ai déjà oublié la question de départ, mais du coup, évidemment, ils ont pas exactement les mêmes besoins, ça c'est certain. Si on devait prendre les sports un peu intermittents dont tu parlais, moi je vois, encore une fois, c'est mon avis, hein, je dis pas que j'ai raison sur tout. Je vois quelques priorités, celle dont on vient de parler, la capacité à réitérer ces efforts très anaérobies, très musculaires, mais c'est finalement l'idée de, avant tout, majoritairement, pouvoir refaire les stocks de phosphocréatine le plus rapidement possible, donc
on va dire la source d'énergie première de la filière anaérobie à lactique, si on devait prendre cet exemple. Et puis finalement, on a 2 options. On en a une qui est d'essayer d'augmenter un petit peu la base, hein, donc finalement de faire de l'aérobie à basse intensité comme tu l'as dit. Et puis une seconde qui est peut-être la plus prioritaire, mais il ne faudra pas oublier la première parce que le système cardiovasculaire c'est un système avec beaucoup d'étapes et bien qu'on puisse avoir des priorités dans notre discipline, il ne faudra pas oublier les autres étapes à un moment donné si on commence à plafonner. Puis peut-être que la priorité, ce serait, comme tu l'as dit, je crois, de ne pas hésiter à aller sur des entraînements aérobie intermittents type HIIT assez courts, parce que notre système cardiovasculaire, si je devais ne pas faire toutes les étapes, ça commence de notre ventilation pour finir dans notre muscle, en fonction des efforts qu'on fait. Et ce qui sera important pour ce handballeur, si je prends cet exemple, ce sera sa capacité de son muscle à recruter de l'oxygène. Donc il aura peut-être une moins grosse, une moins grosse caisse que le triathlète, un moins gros cœur, etc. Il enverra peut-être moins de sang vers les muscles, mais ce qui compte, c'est que son pH sanguin, donc la différence entre le sang qui est envoyé de son cœur versus celui qui est utilisé dans les muscles, qu'il y ait le moins de différence possible. Et ça, on se rend compte que ça passe, en termes d'adaptation, prioritairement par des intermittents très courts, qu'on retrouve beaucoup dans les sports co, et qui vont permettre du coup à ce que, au niveau de la mitochondrie, donc là où se fait la transformation de l'oxygène au niveau musculaire, ils puissent refaire les stocks de phosphocréatine pour refaire un tir à bloc au but, pour refaire un bloc en défense, etc. Donc pour moi, ce serait là avant tout la prioriser. Et puis, indirectement, sur le terrain, toi, ce que tu verrais en tant que prépa physique, c'est que tiens, il a peut-être fait 3 actions de plus, il est plus endurant sur sa spécificité handball, alors que c'est pas de l'endurance comme on l'entend d'un point de vue un peu vulgaire. L'endurance, c'est courir pendant 5 heures. Là, c'est pas forcément ça l'idée. Mais peut-être, du coup, comme je t'ai dit, avoir en tête dans un second temps que, évidemment, s'il peut aussi envoyer un petit peu plus de sang vers ses muscles à terme, ça peut aussi avoir de l'intérêt, mais c'est pas une priorité. C'est peut-être plutôt tu vois, la cerise sur le gâteau au bout de quelques années. Et puis là où cette cerise sur le gâteau, elle serait intéressante, c'est qu'on se rend compte que plus cette base aérobie est importante, plus en principe on va renforcer notre nerf vague. Donc là, c'est peut-être un petit peu complexe, mais c'est en gros notre système nerveux autonome. C'est 2 principaux systèmes. L'un s'appelle l'accélérateur, l'autre c'est le frein à main. Le nerf vague, c'est le frein à main, pour faire simple. Et plus ce nerf vague il est fort, il est charnu, plus on se rend compte qu'on a une forte capacité à tolérer les charges, et notamment à récupérer des charges intenses, donc qui sont celles qui verraient le plus souvent à l'entraînement, à la salle de muscu, quand il fait des entraînements très, très musculaires, très cardio, etc. Plus il en récupérera vite, plus il pourra soit en refaire, soit en faire plus. Et donc, potentiellement, plus il s'entraîne dans sa spécialité, plus il sera meilleur dans sa spécialité de façon assez grossière. Donc, indirectement, il deviendra aussi, de mon point de vue, plus endurant. Donc, tu vois, c'est un peu un puzzle. Et là, du coup, on est beaucoup plus sur des efforts, comme tu l'as dit, à basse intensité, faciles. En l'occurrence ici, je crois que tu m'as indirectement posé la question de la spécificité du travail. On est beaucoup moins comme dans les sports d'endurance, tu vois, à se dire si tu fais du triathlon, à un moment donné, il faut pédaler, nager, courir. Renforcer ce nerf vague, c'est avant tout faire fonctionner le système cardiovasculaire. Donc j'ai envie de te dire que si l'handballeur, tu veux un peu le décharger sur les cannes, tu peux le mettre sur un vélo, tu peux le faire nager, le mettre sur un rameur, j'en sais rien. Il renforcera son nerf vague sans problème. Après, si on parle de ce dont j'ai parlé avant, si le but c'est faire de l'intermittent à haute intensité, on peut aussi le faire dans d'autres disciplines, mais à un moment donné, l'oxygène, ils veulent le recruter dans les muscles qui sont sollicités, donc il ne pourra peut-être pas toujours le faire à l'opposé de sa spécialité. Sinon, il manquera forcément une petite pièce au puzzle. Voilà, du coup, je t'ai plutôt répondu sur les sports intermittents. Et l'autre question, tu me l'avais posée sur les sports moins intermittents, c'est ça? Ouais, indirectement, ouais. Écoute, donc tu t'entends, j'imagine, plutôt sport continu, sport aérobie, plutôt d'endurance, c'est ça? Voilà, type course à pied ou triathlon que tu connais bien aussi.
Ouais, écoute, là, c'est évidemment, beaucoup plus un petit peu plus dans la précision parce qu'on parle de sports qui sont à dominante énergétique. Donc, bien qu'à un moment donné, il faut savoir conduire son vélo, il faut savoir prendre les bonnes décisions en course et cetera. Bah, le nerf de la guerre, c'est qu'il faut quand même que tu sois physiquement à minima au moins au niveau des autres. Si tu es meilleur, c'est encore mieux et donc, là, en l'occurrence, une grande majorité, pour pas dire quasiment tous nos entraînements sont à dominante énergétique. Et donc tu te doutes bien qu'on ne va pas faire que courir et faire du 15-15. Hem et du coup, bah, cette endurance, on va pouvoir la développer de plein de façons. Elle sera très dépendante de quelle est ta discipline, quelle est sa distance, quelle est sa durée, quelles sont ses spécificités. Est-ce qu'il y a des côtes? Est-ce que c'est, avec ou contre adversaire ou non et cetera. Hem et en plus, avec ce que je te disais juste avant, sur le fait que, bah, le système cardiovasculaire, il est assez simple et assez complexe en même temps, dans le sens où il y a, beaucoup d'étapes, beaucoup plus que pour les sports aérobies, hein, où il y a beaucoup moins d'étapes entre, le début de la matière première jusqu'au produit final, l'ATP. Et donc on va être obligé de développer beaucoup de choses, pour arriver à un développement optimal. Et donc, il serait difficile de te répondre, bah, à l'endurance, c'est forcément tel type d'entraînement. Ça sera beaucoup lié, finalement, beaucoup plus à l'analyse que tu fais des besoins, des priorités que tu mets, mais finalement en ayant toujours un petit peu besoin de tout travailler quand même. Parce que si te manque une pièce du puzzle, bah, là, ça va tout de suite se voir pour le coup, vu que la grosse dominante est énergétique. Donc c'est difficile comme ça de te répondre. Mais du coup, malgré tout, bah, comme tu as dû l'entendre, j'ai quand même vachement cette vision que ça reste des sports où, bah, on a besoin de développer beaucoup de choses, enfin beaucoup d'entraînements, différents et pas simplement entre guillemets, c'est un peu grossier ce que je dis, hein, mais faire de la basse intensité et de la haute intensité, il faut être un petit peu plus fin. Pas tant qu'on le soit pas dans les autres sports, hein, mais on sera peut-être plus dans la finesse sur les aspects musculaires et anaérobie. Hem et ensuite de prioriser les choses et de voir où est-ce qu'on met un petit peu plus l'accent. Heu, voilà, donc après si tu as des exemples en tête, tu pas, mais difficile pour moi de te répondre là comme ça. Ouais, dans tous les cas, tu as plusieurs outils, que ce soit comme tu l'as dit grossièrement, haute intensité ou basse intensité. Mais sur quels indicateurs ou sur quels paramètres tu te bases pour savoir si un athlète a besoin de travailler en basse intensité ou en intermittent, avec, une intensité plus haute, pour développer toujours sa capacité aérobie, par exemple? Écoute, si là on revient sur mes sports du coup, j'ai l'impression, sur ta question, sur les Oui, sports où j'ai oui, le plus oui. évolué. Ouais. Hem, alors déjà, il y a un principe de base, hein, qui est à jamais oublié, hein, c'est que, tu sais, il y aura toujours c'est un peu ces débats dogmatiques entre, l'entraînement polarisé, l'entraînement par bloc et cetera. Bon, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe sur le terrain et ce qui fonctionne ou ne fonctionne plus au bout d'un moment, beh, finalement, on se rend compte que tous et toutes, on va avoir un entraînement à basse intensité qui est très important. Et finalement, cette recette-là, on l'a, je pense, quasiment tous et toutes, sauf si, on fait d'autres choix un petit peu plus, comment dire ça? Extrêmes. C'est peut-être pas le terme, hein, que je voulais employer, mais j'en trouvais pas d'autres. Mais qui auront, bah, évidemment de grosses prises de risques sur la gestion de la charge d'entraînement, sur le risque de blessure et cetera et qui seront à monitorer énormément, qu'on ne serait pas capable de tenir sur le long terme et ça se vérifiera souvent. Ça peut marcher sur du court terme, mais sur du long terme, ça va être un petit peu beaucoup plus complexe. Donc finalement, cette basse intensité, elle prend beaucoup de place, hein, dans les sports à dominante aérobie. Si on parle de sportifs professionnels, qui ont tout leur temps pour s'entraîner, c'est évidemment différent de sportifs, amateurs ou semi-professionnels qui vont devoir avoir moins de temps pour s'entraîner, ils vont devoir faire des choix. Mais du coup, si on parle de sportifs qui ont tout le temps devant eux pour s'entraîner, bah, ça représente mine de rien, 70, 80, 85 de leur, volume d'entraînement. Alors il faut pas se dire que ça veut dire que du coup, tout est facile, hein, parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est des sportifs qui s'entraînent, 25, 30, 35, 40 heures par semaine. Donc je te fais pas un dessin, hein, si tu fais 80 de ça à basse intensité, ça occupe quand même un petit peu. Et puis de toute façon, l'autre pourcentage, même s'il est alors isolé ou pas toujours,
il sera fait à intensité moyenne à très élevée et donc on a aussi, tu vois, cette envie de récupérer ou en tout cas de pas trop s'impliquer et donc on est assez content de retourner sur la basse intensité. Mais du coup, il prend quand même beaucoup de place, et il prend beaucoup de place parce que, cet entraînement, il est nécessaire, comme je te l'ai dit, pour développer des pans essentiels sur ces sports-là. Quand tu parlais d'endurance, finalement, par exemple, tu vois, si on regarde le meilleur moyen de renforcer son premier seuil, donc le seuil aérobie, le premier seuil ventilatoire, ça passe majoritairement par des entraînements à basse intensité. Et ces entraînements, ça prend beaucoup de temps pour en avoir les gains, à l'inverse des entraînements intenses. Ça peut prendre des mois, des années, et donc beaucoup d'heures. Mais à un moment donné, dans n'importe quel sport à dominante énergétique, si tu as un premier seuil qui est très bas, tu auras beau faire beaucoup de haute intensité, comme tout s'enchaîne, hein, le deuxième seuil va arriver par la suite, la VMA, tes capacités au-dessus de VMA, tu te rends compte que même si on devait prendre de l'athlé, un coureur de 800 ou de 1500, on pourrait se dire ouais, c'est hyper court, très intense, très lactique. Pour autant, ça reste des sports à forte dominante aérobie. Et donc, plus tu vas décaler ton seuil, plus ça va t'offrir de la marge pour les qualités importantes dans ces disciplines qui sont beaucoup plus intenses. Donc dans tous les cas, ça va prendre beaucoup de place, ça va t'occuper tous les jours ou presque tous les jours. Et après, évidemment, c'est des choix d'entraîneur. Dans quelle activité je le fais, à quel volume je le fais, à quelle récurrence je le fais, est-ce que je bicotidien ou pas. Voilà, tout ça, finalement, ça va être des choix. Moi, j'ai un petit peu mes sensibilités, même si mon parcours m'a montré qu'il n'y a pas un seul chemin possible. Si on doit un peu, tu vois, zoomer sur ce qu'on met dedans, pour autant, on pourrait dire, ouais, là, c'est un petit peu l'opposé de ce que je fais, mais pour autant, tout le monde aura quand même cette base. Donc voilà pour ça. Et puis, tu vois, quelque chose que j'ai oublié de te dire tout à l'heure, quelque chose qu'on va trop souvent oublier, quand tu m'as posé la question de l'endurance en introduction, ne jamais oublier, parce que évidemment, tu m'as tout de suite interrogé sur le prisme physiologique, parce que j'ai ma petite casquette de scientifique et sport d'endurance, mais jamais oublier que nos besoins énergétiques, ils sont au service d'une action mécanique. Donc, ça pourrait paraître sensé et comment dire, et tout de suite normal pour quelqu'un qui arriverait pas trop connaisseur, qui se dirait bah oui, je sais pas, un handballeur, si on reprend mon exemple tout à l'heure, il faut qu'il tire le plus fort possible, mais qu'il soit précis aussi, et donc il y a beaucoup de bioméca, de musculaire derrière ça. Ok, logique. Alors qu'à l'inverse, pour un coureur à pied, allez, on va dire un marathonien, pour prendre quelque chose d'assez long, on pourrait se dire bon le but du jeu, c'est juste de courir le plus longtemps possible, d'avoir une grosse VO2 max, etc., etc. Mais je t'apprends rien sur le fait que si mon marathonien, techniquement, c'est nul, que musculairement, il n'a pas la capacité à tenir un marathon, si on devait prendre 2 exemples, il aura beau avoir la plus grosse caisse du monde, la plus grosse endurance du monde, le plus gros premier seuil du monde. Ça va lui demander beaucoup plus d'énergie qu'un adversaire qui est extrêmement efficient, extrêmement propre, très, très endurant musculairement, très fort musculairement. Et donc, il risque de se faire battre par un mec qui a une VO2 10 points en dessous, etc., etc. Donc jamais oublier, je pense aussi que finalement, cette notion d'endurance, il ne faut pas la voir que sur des aspects énergétiques, parce que plus tu seras efficient, efficace mécaniquement et fort musculairement pour faire des raccourcis, 2 options, soit ça te demandera moins d'énergie, et sur le principe de l'endurance, c'est plutôt une bonne chose, hein, c'est l'idée de la voiture qui consomme peu de litres au kilomètre, même s'il a pas un énorme moteur, il est possible qu'elle aille plus loin que l'autre qui a un énorme moteur et qui consomme beaucoup au litre. Ou alors, ça peut aussi te permettre évidemment de quelque chose assez logique, hein. Si on reprend mon coureur à pied, si par exemple, tu deviens, tu arrives à décaler tes seuils parce que ça te demande moins d'énergie sur le premier seuil, parce que tu cours beaucoup mieux qu'avant, tu n'auras peut-être pas amélioré ta physiologie, mais tu vas devenir plus endurant parce que, à la fois, c'est plus facile pour toi, donc tu peux courir plus vite, et à la fois, ça te demande moins. Donc ça, je pense que c'est jamais occulté, et que tu vois, de moi-même, je t'ai fait un peu un raccourci en parlant que d'énergétique pour un triathlète ou encore à pied, alors que, quand toi, tu étais jeune et que les crosses scolaires arrivaient, que personne n'était encore entraîné en primaire,
très souvent, celui qui gagnait le cross de l'école, on allait dire lui, il a la classe quand il court. On disait pas lui, il a une énorme VO2 max. C'était peut-être le cas, mais très souvent, il courait quand même. Il était très beau à voir courir. Et donc, ça lui permet de se démarquer de ses jeunes adversaires. Et finalement, c'est quand même ce qu'on va beaucoup retrouver à haut niveau, hein, c'est que tous auront une belle VO2 max, tous s'entraînent dur. Évidemment, c'est l'entraînement qui te permettra peut-être de te démarquer de tes adversaires. Mais assez logiquement, tous savent déjà être bons dans leur sport, bons techniquement, bons musculairement. Et donc ça, nous, en tant que prépa physique et entraîneur, on ne doit jamais l'occulter et juste se dire, et pas juste se dire l'endurance, c'est forcément ajouter des heures ou de la haute intensité, quoi. Tout à fait d'accord. Faut tout prendre dans la globalité, ne pas exclure tel ou tel paramètre. Et une question toujours dans l'endurance, mais avec un aspect un peu plus avec la récupération. Là, on a parlé de basse intensité et on entend souvent des entraîneurs ou des préparateurs physiques qui vont suggérer à leurs sportifs d'aller faire, je veux dire au hasard, 1 heure de basse intensité, de la zone 1 ou de la zone 2 pour récupérer. Est-ce que ça permet réellement de récupérer alors que finalement, on pourrait quand même avoir des adaptations derrière qui peuvent nous faire augmenter notre capacité aérobie, par exemple. Est-ce qu'on peut vraiment récupérer ou alors c'est, je sais pas comment appeler ça, une fausse parole un peu? Alors écoute, tu as dû comprendre, hein, mon profil, c'est que je donne rarement des réponses affirmatives parce que chaque contexte est différent. Bien sûr. Alors je vais commencer par comment dire, un petit coup de pied dans la fourmilière avant de revenir aussi à des contextes que je sais beaucoup plus complexes que ce que je vais dire. Malgré tout, tu sais, il y a quelques études qui sont sorties ces dernières années, dans du rugby pro, du foot pro de très haut niveau, hein, de type Ligue des champions, coupe du monde de rugby, et cetera, où, de façon bête et méchante, ils ont, alors toutes les études ne sont pas exactement les mêmes, mais sur le principe, l'idée, c'est on va créer des groupes en fonction des niveaux aérobie des athlètes, et on va, post-match, regarder leur capacité de récupération sur des marqueurs, qui ne sont pas directement aérobies, hein, qui peuvent être des dommages musculaires, la capacité à recourir le plus vite possible, etc. Et de façon assez, non, c'est pas de façon assez, c'est de façon extrêmement forte. On se rend compte que ceux qui ont les plus hauts niveaux aérobie sont ceux qui reviendront le plus rapidement possible à un niveau de perf maximal. Donc du coup, ça c'est quand même important de le dire, c'est que à un moment donné, si tu veux, dans certains sports qui sont pas d'endurance, hein, si tu veux récupérer le plus vite possible, ça reste avant tout l'aérobie. Enfin, plus que l'aérobie, l'entraînement, enfin, comment dire ça? Tes capacités aérobie, indirectement, vont te permettre de récupérer beaucoup plus vite. C'est pas directement l'entraînement en lui-même, hein, c'est ce que tu as développé notamment dans tes jeunes années. Et tu peux aussi le faire en pleine saison, évidemment, mais c'est plus compliqué. Et donc ça, c'est très important. C'est que tu sais autant que moi que sur la récup, moi le premier, hein, je vais proposer des solutions, des protocoles pour récupérer plus vite. Mais à un moment donné, si tu as un athlète qui fait que de la haute intensité, ça va pas l'aider à mieux récupérer. Donc ça, il faut tout ce qu'on a en tête, c'est que quels que soient nos sports, quel que soit notre contexte, et je sais que dans certains contextes, c'est très compliqué de pouvoir en mettre ou d'en mettre suffisamment, mais il faut quand même avoir ça en tête que si je peux régulièrement mettre des petites touches d'aérobie, évidemment de façon sensée, hein, pas à des moments inopportuns, il y a de grandes chances que plus tard, dans quelques mois, dans quelques années, ça permette à mes athlètes de beaucoup mieux enchaîner, que ce soit des entraînements ou des compètes, et donc de récupérer beaucoup plus vite. Après, il y a un autre contexte, hein, que tu as décrit, hein, c'est celui de la récupération qu'on pourrait appeler active et ou de la petite comment dire, mise au vert du lendemain. Et là, c'est pour ça que c'est important, tu vois, de ne pas affirmer les choses parce que ça dépend vraiment du contexte. Si la question c'est est-ce qu'un footballeur, le lendemain du match, quand il va faire un peu d'aérobie, ça l'aide à récupérer, si on zoome sur certains marqueurs, on se rend compte que pas tant que ça. Mais j'ai envie de te dire, s'il fait ça tous les lundis, à l'échelle d'une année, ça fait quand même beaucoup plus d'entraînement aérobie que ce qu'il ferait peut-être parce que le reste de la semaine, ça sera peut-être plus compliqué d'en mettre. Donc, tu vois, c'est des choix à faire. Mais évidemment, si on regarde tout de suite, est-ce que la récup active le lendemain d'un match
te fait récupérer pour J+1 ou J+2? Pas forcément. D'autre part, ça va dépendre des sportifs, dans le sens où moi, si tu demandes à un triathlète qui fait 35 heures semaine depuis qu'il est junior de faire 1 heure en plus, autant te dire que ça va lui faire ni chaud ni froid. Et donc, tu ne prends pas grand risque. Alors que si tu demandes à un pilier tongien de 140 kilos d'aller faire un footing le lendemain d'un match, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il risque d'augmenter ses dommages musculaires et donc c'est bien beau de lui avoir mis de l'aérobie, mais ce ne sera peut-être pas une bonne idée. Pour moi, ça dépend vraiment du contexte. Mais encore une fois, avoir en tête que ce ne sera peut-être pas le meilleur choix à J+1 si c'est l'objectif que ce soit là pour récupérer. Si c'est pour un autre objectif, why not? Si c'est post-effort, tu sais, il y a toujours eu aussi pareil, hein, ce petit dogme, est-ce qu'il faut faire de la récup active ou pas? Bah, en fonction des dommages qui ont été causés par ton sport en compétition, bah, dans certains contextes, la récupération active peut être ce qu'il y a de plus efficace. Mais encore une fois, ça dépend de si tu es dans un contexte chaleur, mauvaise idée évidemment. Si dans un contexte, mon rugbyman, c'était une bonne idée où le mec est détruit musculairement, c'est peut-être pas la meilleure idée de le refaire courir. Alors après, il peut peut-être aller dans une piscine ou sur un vélo, mais est-ce que tout le monde a ça sous la main? C'est pas dit. Je pense que là, on touche à quelques dizaines de rugbyman, donc finalement, est-ce que ça va intéresser beaucoup de tes auditeurs? Je suis pas sûr. Donc voilà, et du coup, est-ce que c'est directement de la récup? C'est pas sûr. Pour autant, et je conclurai là-dessus, tu peux aussi avoir des athlètes qui ont un ressenti positif. Si toi, tu as des athlètes qui trouvent ça, voilà, ils ont l'impression que ça leur fait du bien et que toi, ça a pas d'impact négatif sur la perf alors que tu y crois moyen, pour différentes raisons, indirectement, ça peut être utile aussi sur d'autres aspects. Si tu es sûr que ça a pas d'impact négatif sur leur perf, mais qu'eux, ils ont l'impression que ça leur fait du bien, tu sais autant que moi que la différence entre, ce que nous dit directement la science sur un point très spécifique versus le ressenti de l'athlète sera parfois, importante. Et toi, ton athlète, ce qui compte, c'est qu'il a envie de s'entraîner, qu'il se sente, avoir récupéré justement. Donc, c'est peut-être aussi à toi ou à vous, de voir ce qui peut être intéressant ou pas, et de faire les choix en fonction, quoi. Ouais, donc finalement sur du court terme, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment de la récupération en tant que telle, mais cumulé sur, comme tu as dit, plusieurs mois par exemple, à terme, ça nous permettrait de récupérer plus efficacement, Potentiellement oui, et du coup, c'est là où il y a potentiellement. des vrais choix d'entraîneur ou de prépa physique à faire, et puis je suis lucide, hein, ça va beaucoup dépendre du contexte. Si demain tu es dans un club de foot pro et que, ce qui compte, c'est gagner les matchs pendant les 3 semaines qui arrivent, il y a pas de risque à prendre, évidemment. Mmh. Si tu es dans un contexte de foot pro où, les supérieurs au-dessus de toi sont vachement ouverts à la discussion et que, ils pensent aussi long terme, là, on peut peut-être s'asseoir et discuter et se dire: «Bon, OK, c'est peut-être pas, ce qui va nous rendre meilleurs, dans les 2 dimanches qui viennent, mais peut-être que si on a une saison à tenir et qu'il y aura rapidement plus d'essence dans le moteur si on s'entraîne dur sur l'aérobie qu'au mois d'août, en pré-saison», ça peut peut-être être un moyen indirect de garder un peu d'essence dans le moteur ou d'en remettre. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Heu et le but du jeu, c'est comme tu l'as dit, c'est dans la majorité des sports, plus tu récupères vite, plus c'est positif. Donc même si ça doit arriver dans plusieurs mois, si tout le monde a la capacité à être patient, ce qui est pas forcément le cas de tous les contextes, hein, je l'entends. Si ça te permet de passer un gros palier par rapport à tes adversaires dans 6 mois, ça se prend. Là, on a parlé pas mal d'endurance, de l'utilité de l'endurance, de manière assez large dans les sports d'endurance forcément, mais aussi dans des sports, à dominante, neuromusculaire. À l'inverse, j'ai envie d'inverser un petit peu la tendance. Comment tout ce qui va être effort neuromusculaire, soit musculation, force, pourrait influencer positivement les sports, d'endurance pure type marathon ou triathlon, par exemple? Ouais, écoute, super question qui m'intéresse beaucoup. Déjà, je réintroduis ma réponse en repartant de ce que je t'ai dit tout à l'heure.
faut vraiment que tout le monde ait en tête, hein, et c'est souvent l'erreur première que vont faire des amateurs qui se lancent un défi dans ces sports-là. Allez, dans 6 mois, je veux faire le semi-marathon de Paris. Et tout le monde va passer par des sorties longues, des 30-30, des 1000 mètres sur la piste, etc. Évidemment, l'aspect énergétique est très important dans ces disciplines. Pour autant, moi qui est, comment dire, qui suis avec des sportifs de très haut niveau depuis des années dans ces sports-là, quand je vois un amateur préparer ce type d'objectif en passant directement que par des entraînements énergétiques, voire parfois très durs, bah, ce qui me saute aux yeux, c'est que la personne ne sait pas courir, par exemple. Donc il va falloir à un moment donné progresser là-dessus. Et pour le coup, si encore une fois, on va revoir ce qui se passe chez les sportifs de très haut niveau, on se rend compte que, tu l'as dit, indirectement, dans ta question, mais je réponds déjà directement par là, c'est souvent sur des aspects neuromusculaires et ou techniques, qui sont avant tout au-dessus du lot, et puis pendant des années, ils ont pris le temps de développer leurs aspects énergétiques. Donc c'est vraiment très important, et indirectement, bah, ça peut te permettre, alors là, je sors un peu du très haut niveau, chez des sportifs un peu plus amateurs ou en tout cas, pas élites, hein, qui n'ont pas visé un podium aux JO ou quelque chose de ce niveau. Travailler sur des aspects neuromusculaires, hein, en salle de muscu, sur des aspects, vitesse, sur des aspects plio, et cetera. Ensuite, il y a des choix à faire dans tout ça, mais dans tous les cas, tous ces types d'entraînement, jouent sur le neuromusculaire. C'est juste que certains sont un peu plus sur le neuro et d'autres un peu plus sur le musculaire, vont te permettre, d'avoir un geste, plus efficace, un geste plus efficient, et cetera. Et donc finalement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à devenir, plus économe, plus efficace, plus endurant. Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple du coureur à pied, qui commence à passer à la salle de muscu, qui fait de la force, on pourrait se dire: «Ouais, bah, attends, il fait des 3 reps max, des 6 reps max, j'en sais rien». C'est hyper court, c'est hyper violent, ça demande beaucoup de charge, alors qu'on va lui demander de courir pendant 1 heure. Heu, mais on se rend compte, pour le coup, la science l'a bien prouvé ces dernières années et le terrain aussi, que, bah, si on doit retourner sur l'endurance, quand tu commences à mettre en place ce type d'entraînement et que tu t'y adaptes, bah, tu vas aussi gagner en endurance musculaire. Tu vas être beaucoup plus fort musculairement, tu auras beaucoup plus de marge au niveau musculaire, et donc quand la fatigue va commencer à s'installer, bah, elle s'installera beaucoup moins rapidement et elle aura moins d'impact du coup, sur ta technique, et donc directement, c'est même pas indirectement, sur ton énergétique. Parce que ce qui se passerait si tu es peu endurant musculairement, c'est que, bah, ça va te demander de plus en plus d'énergie pour tenir la même vitesse, et donc à un moment donné, c'est soit tu dérives au niveau physio et à un moment donné tu exploses, soit tu exploses assez rapidement. Donc hyper nécessaire. Après, là, il y a des vrais choix à faire parce que, déjà, bah, si on reprend l'exemple tout à l'heure, évidemment, on va pas aller à la salle de muscu tous les jours comme pour un rugbyman. Malgré tout, ça reste des sports où il y a pas besoin d'autant y aller. On s'y adapte relativement vite parce qu'on part souvent de très loin. Mais du coup, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on va mettre de la plio? Est-ce qu'on va mettre de la vitesse? Est-ce qu'on va mettre de la force? Est-ce qu'on va mettre, de l'explosivité? Écoute, moi, j'ai touché un peu à tout, pas tant que j'ai cherché, plutôt que, bah, comme tout prépa physique, je suis parti de tests, de terrain et ou, scientifiques, et ou la connaissance de la discipline, et ou aussi ce qu'a envie, enfin, c'est pas ce qu'a envie, c'est dans quoi l'athlète est capable de s'investir. Parce que assez naturellement, pas tous, hein, mais toutes, mais assez naturellement, c'est pas leur dada premier. Ce qu'ils aiment, c'est courir, nager, pédaler, faire de l'aviron, ce que tu veux. Et donc, aller à la salle de muscu, c'est pas ce qui va les botter le plus, et donc il y a peut-être aussi, encore une fois, de l'humain à rajouter là-dedans, et aller ce sur quoi ils sont capables de s'investir sur le long terme. Parce que, pour le coup, autant ils vont s'y adapter assez vite, autant ils vont s'y désadapter relativement vite aussi. À l'inverse du rugbyman où à un moment donné, si ça fait 15 ans, qu'il fait de l'hypertrophie, de la force, et cetera, s'il va pas pendant 1 mois à la salle de muscu, il va pas se mettre à faire, 10 kilogrammes def couch. Il va pas perdre grand chose. Alors lui, il va te dire qu'il se sent pas bien, qu'il est pas bon, mais ça va vite revenir. Alors qu'un sportif d'endurance qui passe beaucoup de temps dans son sport et qui en a pas forcément trop fait par le passé, il va assez vite se désadapter. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'y emmener toutes les semaines, idéalement,
Si tu souhaites développer les choses, on se rend compte que ce serait pas mal d'y aller 2 fois par semaine, sauf que c'est pas toujours si simple que ça. Parce qu'à la fois les autres entraînements prennent de la place, à la fois comme dans les autres sports, il y a des compétitions et pour le coup, la vraie problématique dans les sports d'endurance, c'est que le ressenti sera souvent assez négatif les premiers mois post-séance neuromusculaire. Et donc, c'est souvent ce qui freinera aussi ces athlètes, c'est ce côté: «Ouais, mais je me sens moins efficace dans ma discipline» et cetera. Alors évidemment, il faut avoir la main un peu légère, mais pour autant, c'est un fait qui se confirme assez souvent. Donc pas toujours si simple d'y aller 2 fois par semaine, mais à minima, moi, je retiendrai plutôt, essayer de faire en sorte qu'ils y passent au moins toutes les semaines. N'ayez pas peur à parfois faire des séances qui vous paraissent, si vous êtes formé en prépa physique, assez ridicules sur le papier en termes de volume de séance, parce que de toute façon, l'idée, comme tu l'as dit, c'est avant tout qu'ils impliquent de façon neuromusculaire, de façon maximale, ce qu'ils font rarement dans leur discipline. Quoique, ça se discute, hein, dans certaines disciplines, énergétiques. Mais il y a vraiment cette idée d'amener une commande motrice maximale. Et donc ils n'ont pas forcément besoin de passer par, 8 séries, 10 séries, parfois juste 2-3 séries, ça peut suffire. Mais voilà, de pas attendre 2 mois pour y retourner, quoi. Là, on va dire, tu bien vendu les avantages de l'entraînement neuromusculaire. Un autre type d'entraînement qu'on pourrait, là, sur le papier, qu'on pourrait juger utile, ça serait un entraînement de type endurance musculaire, donc répéter, je sais pas, par exemple, faire du squat sur 50, 60 répétitions, voire plus. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce type d'entraînement avec des athlètes d'endurance? Et si oui, est-ce que tu en as retiré des choses positives? Écoute, je suis pas pour. Pour le coup, c'est rare que je réponde ce type de réponse, parce que je vais souvent dire, «Bah, tout peut être intéressant, il faut prendre le temps d'étudier la chose». Écoute, on parle quand même de sport qui, par principe, de l'endurance musculaire, ils en font tous les jours. Donc tu pourrais me dire: «Ouais, mais la charge est un peu plus importante». Ouais, mais bon, on travaille un peu médium pour pas grand chose. Donc à la rigueur, si le but c'est d'apprendre un mouvement, si le but c'est de reprendre en pré-saison, why not, hein? Mais là, on parle de contexte à court terme qui se justifie. À partir du moment où on est capable de travailler, sur des aspects, muscu dans ces sports-là, pour moi, il y a pas trop de questions à se poser. L'objectif et le but du jeu, c'est clairement d'augmenter la capacité à recruter du muscle efficacement. Donc à un moment donné, il faut taper dedans, si j'ose dire. Donc non, j'y vois peu d'intérêt. Je pense que et de toute façon, on se rend compte, tu vois, que justement, quand il y a des études qui ont été faites sur le sujet au niveau, EMG, il se passe pas grand-chose. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse, pousser ou tirer le plus fort possible, quelle que soit la charge, hein, que ce soit à charge, déchargée ou charge max. Évidemment, du coup, c'est 2 spectres opposés, mais dans les 2 cas, tu t'impliques au niveau maximal. C'est juste que c'est lent ou rapide, la poussée ou le tirage. Donc non, moi j'y vois pas d'intérêt. D'autre part, tu sais autant que moi qu'on reste sur des sports où, d'autant plus, il y a une dimension, de comment dire? De rapport au poids qui est assez importante. Et donc, il y a aussi ça à avoir en tête, hein, c'est que plus on sera sur des aspects neuromusculaires maximales, plus on sait qu'en plus d'être dans les sports énergétiques où les adaptations sur la prise de masse se feront peu, et si on peut aussi encore plus aller sur des entraînements où on est sûr qu'il se passe rien là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Donc bref, il y a trop de contre-arguments pour ça. Et puis si le but du jeu, c'est d'avoir la capacité à réitérer un effort, on pourra le faire dans la discipline sans souci, quoi. Et d'autant plus aussi, j'imagine que s'ils ont peu de temps pour aller en salle de sport, si c'est pas le plus optimal, autant faire du travail neuromusculaire, comme tu l'as bien expliqué avant. Ouais, et puis plus que le peu de temps, hein, là où tu as raison, hein, c'est que alors si tu fais ce qu'il faut pour qu'ils y prennent goût, moi j'ai en tête des sportifs d'endurance qui maintenant peuvent passer 2 heures, 2 heures et demie à la salle de muscu sans problème, hein. Et ça a pris des mois, des années à ce qu'ils y prennent goût, qu'ils comprennent l'intérêt et du coup on commence à faire des très belles séances avec, beaucoup d'exercices, des temps de récupération qui sont respectés, un nombre de séries assez important, et puis surtout ils tolèrent la charge, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'y passer que 10 minutes. Parce que les premières séances, il faut quand même que les gens se rendent compte que quand ils n'ont jamais été à la salle de muscu, tu leur demandes de faire 5 squats, le lendemain, ils n'arrivent pas à descendre les escaliers, alors qu'ils sont capables de rentrer 30 heures d'entraînement dans leur sport.
Donc oui, je te suis aussi là-dessus et c'est sûr que si la porte d'entrée elle est par là, c'est un bon moyen en plus de les dégoûter de la salle de muscu, si tu mets 2 minutes à faire chaque exercice. Est-ce qu'il y aurait un Dis-moi. un intérêt à travailler, à faire du renfort musculaire sur le haut du corps pour, je parle pas là d'endurance, enfin par exemple, de triathlon où tu vas avoir, de la natation et par exemple pour des marathoniens, est-ce que se renforcer, le haut du corps, pas pas se bodybuilder, mais juste du renforcement, est-ce qu'il y aurait un intérêt? Ouais, ouais, moi je le vois très important l'intérêt. Déjà dans tous les cas, bon, on reste sur des sports où bien qu'il y ait une zone très ciblée, hein, on voit bien que le coureur à pied, ça se passe majoritairement sur les jambes, le cycliste, et cetera. Pour autant, comme dans beaucoup de sports, ça demande un gainage assez important, ça demande une transmission des forces assez importante. Et puis, si le haut du corps fait le taf, ça économisera aussi le bas du corps un maximum. Donc il y a vraiment un intérêt à être, excuse-moi, je reçois un mail, je regardais juste l'objet. Il y a vraiment un intérêt pour moi à se renforcer à ce niveau-là et pour le coup, si on doit aller plus loin, tu vois, tout ce qui est, muscles profonds, et cetera, ce sera vraiment très important pour avoir, tu vois, justement un geste qui se dégradera moins aussi sur l'épreuve, parce que, on oublie trop que tout part du noyau central et que, bah, plus tu vas te fatiguer, moins tu seras efficace à ce niveau-là et donc tu vas peut-être prioriser ces muscles qui sont forcément sollicités, sauf que ça leur demandera plus d'énergie, donc ils vont se fatiguer plus rapidement et donc on sera une nouvelle fois moins efficace, moins efficient, plus fatigué et cetera. Donc ouais, pour moi, gros intérêt. Comme dans beaucoup de sports, bah, vite casser les comment dire? Enfin, vite aller plus loin que le renfort de base, hein, je dis pas qu'il faut pas faire la planche et des abdos, mais le but du jeu, c'est pas de faire le concours de la planche la plus longue et le nombre d'abdos le plus important. Je suis pas sûr que c'est un grand intérêt dans ces sports-là. Ça peut être une bonne porte d'entrée, mais il va falloir assez rapidement, quand ils seront, suffisamment bons là-dedans, amener, de la nouveauté et surtout, amener j'allais dire «de l'inconfort» entre guillemets, pour que justement, tu vois, des fois, on pourrait se dire: «Ouais, mais attends, il court, c'est assez simple». Ouais, mais si tu rapportes au nombre de fois où son pied touche le sol, beh, finalement, il est toujours un petit peu en train de gérer, heu, comment dire ça? J'allais dire, le fait de pas tomber par terre, c'est un peu réducteur, mais en tout cas Mmh. d'être le mieux aligné possible et de s'aligner en fonction de ce qu'a fait son pied, en fonction de ce qu'a fait son adversaire, en fonction du changement de terrain et cetera et donc bah, plus tu peux l'amener dans des mouvements, pas si simples que ça, en termes de contrariété mécanique, bah, plus ça aura de l'intérêt aussi pour moi et donc là, du coup, pour le coup, le prépa physique, il a un vrai rôle parce que, voilà, l'idée, c'est pas juste de lui dire: «Bah, écoute, fais-moi des abdos, fais-moi du gainage de base et puis ça va te faire du bien». Écoute, s'il en a jamais fait, ça lui fera du bien, c'est sûr, mais ça suffira pas à long terme. Quel type, d'exercice tu pourrais conseiller? Parce que du coup, peut-être qu'il y a des personnes qui pensaient, comme tu as dit, au gainage planche ou aux abdos classiques. Est-ce que tu as des exercices comme ça qui te viennent en tête, que tu pourrais conseiller à des personnes qui aimeraient bien apporter un peu de variété dans leur, programme d'entraînement? Ouais, bon, déjà, écoute, on est en 2024, donc ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent en trouver très facilement et beaucoup plus que moi il y a 15 ans, sur les réseaux sociaux parce que chacun va vouloir mettre en avant ce qu'il fait. Donc déjà, n'hésitez pas à être curieux parce que moi, le premier, j'aime bien aller voir ce qui se fait dans d'autres sports, chez d'autres personnes, ou en dehors des réseaux, hein, en allant voir des collègues et cetera, en discutant. Et dans l'idée, hein, pour moi, c'est vraiment de se dire, tu vois, on peut partir d'un gainage planche, hein, basique et puis se dire, bah, à partir de ce gainage, qu'est-ce que je peux faire de nouveau, qui me rende l'exercice beaucoup plus complexe? Donc tu vois, on peut partir très alors tu vas me dire que c'est très basique, hein, mais encore une fois, est-ce que tu es capable de lever une jambe tout en restant droit? Est-ce que tu es capable de lever une jambe et un bras en restant droit? Est-ce que tu es capable de déplacer tes pieds en restant droit? Est-ce que tu es capable d'avancer tes pieds et tes mains en restant droit? Et là, je pense que pour beaucoup qui en ont jamais fait, déjà, ça va les occuper pendant plusieurs semaines. Donc ça peut être déjà une première étape et puis, bah, la seconde étape, elle sera vraiment pour moi sur ces muscles profonds, d'aller un petit peu plus loin que ça, et de travailler vraiment dans l'instabilité. Donc ça pourrait être, je sais pas, je vais te dire, de te mettre, à genoux, et de soulever les pieds en ayant les mains au-dessus de la tête. Bah, je pense que ça va pas être simple pour beaucoup de personnes. Pour autant, le jour où tu es capable de tenir cette position, même les yeux ouverts, bah, c'est qu'en principe, en termes de proprio et de gainage, tu tiens quand même bien solide
Et ça devrait t'aider dans cette discipline de la course à pied si on prend la course à pied. Au but du jeu, c'est quand même d'être relativement droit pour être efficace et de ne pas s'affaisser au fil de la compétition. Et puis, si ça devient trop facile, ferme les yeux. Ça devient encore trop difficile, tiens un médecine ball au-dessus de la tête en rouvrant les yeux, referme les yeux, demande à ton collègue de te déplacer les bras. Enfin, tu vois, là, je suis parti d'exercices assez basiques que je pense toi, tu connais par cœur, mais qui ne sont pas si simples que ça pour quelqu'un qui ne va pas beaucoup à la salle de muscu et où il se sentira sans doute beaucoup plus fort dans sa discipline. Là, on a parlé de renfo, surtout de gainage. Si on parle de renfo classique qu'on peut voir en salle de sport, je sais pas, sur des développés ou des tirages, est-ce Ouais. que ça peut s'avérer pertinent pour des athlètes d'endurance? J'imagine que tu parles d'athlètes d'endurance qui servent surtout des jambes, hein, parce que Oui. ça Ouais, aurait pu ouais, être ouais. des nageurs, par exemple, qui servent aussi des bras ou des rameurs, et cetera. Écoute, alors il y a 2 choses pour moi qui sont à retenir. La première, tu vois, il y a encore une étude qui est sortie très récemment sur des sportifs de très bon niveau, qui ont pu évaluer, notamment en période de blessure, où le choix a été fait de bosser le haut du corps. Que évidemment, si le but du jeu, c'est de pousser plus fort avec les quadris, c'est pas en dev couche que tu vas le développer. Pour autant, on se rend compte que chez ces sportifs qui ont vraiment ce besoin d'améliorer la commande motrice, qu'il peut y avoir des transferts entre le haut et le bas du corps. Donc déjà ça, c'est à avoir en tête. Et on pourrait prendre quelqu'un qui est pas blessé, mais qui, j'ai fait une séance hier, j'ai les jambes éclatées. Peut-être qu'il peut y avoir ce choix-là aussi de décharger un peu les jambes parfois et de bosser un petit peu plus le haut. Et puis, plutôt que d'attendre la semaine d'après pour remettre une séance, on peut essayer de pousser à bloc sur un dev couche, sur des tractions ou ce que tu veux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, une nouvelle fois, ça reste des sports où, majoritairement, dans la majorité de ces sports, évidemment, on est parfois très centré sur un ou quelques groupes musculaires. Et si tu vois, si on devait aller plus loin, on pourrait se dire: «Ouais, mais un cycliste, Tanel, il a les mains sur le guidon, le haut du corps, il ne se passe pas grand-chose, quoi». Alors, c'est que tu as pas pris le temps d'analyser la discipline ou que tu as jamais fait du vélo à haut niveau parce que alors peut-être d'ailleurs pas à haut niveau parce que si on est à bas niveau, c'est encore plus criant, je pense. Et finalement, notre haut du corps, il va venir, nous rendre service au bas du corps pour beaucoup mieux transmettre les forces, sur certaines positions sur le vélo. C'est que enfin, avoir la capacité d'être fort en haut peut permettre d'économiser le bas encore une fois, parce que si tu dois tenir pendant 5 heures sur ton vélo, si ça commence à être dur en haut, tu mets tout sur les cannes parce que c'est tes muscles les plus forts. Donc je pense qu'il y a un intérêt à y aller, même sur des sports qui priorisent le bas du corps. Est-ce qu'il faut y aller à toutes les séances? Est-ce qu'il faut, c'est là où il faut mettre le plus l'accent évidemment, Mmh. c'est pas mon état d'esprit, pour autant il faut pas l'oublier. Et puis encore une fois, si tu prends le coureur à pied, quand ça devient dur, qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur les bras. Donc évidemment, si on peut l'aider là-dessus, ça peut être intéressant. Et puis, peut-être que ce sera moins dur rapidement s'il est plus fort en haut. Donc je pense qu'il y a vraiment l'intérêt à y aller, mais là où il ne faut pas trop se prendre la tête, c'est que ce ne sera pas une priorité. Donc si parfois il y a des périodes où vous le bossez moins, des périodes où vous le bossez moins bien, si ça prend moins de place dans vos séances, c'est peut-être pas la priorité, donc c'est pas très grave. Par contre, si vous commencez à être bien impliqué en muscu, ne l'oubliez pas, je pense, ouais. Est-ce que tu verrais d'autres éléments sur lesquels on pourrait travailler pour être plus performant sur les sports d'endurance? D'autres éléments qu'on n'aurait pas encore évoqués? Écoute, bonne question qui me demande de réfléchir. J'ai envie de te répondre, de façon un peu «vieux con» entre guillemets. Bien boire, bien manger, bien dormir parce que, Mmh. ça reste avant tout des sports, qui demandent de fortes charges d'entraînement, dès qu'on a atteint un certain niveau, hein, pas forcément en étant à très haut niveau. Mais à partir du moment où on est bien impliqué dans ce type de discipline, ça demande quand même d'y aller, souvent, sur des entraînements qui sont quand même assez fatigants. Hem Et du coup, à un moment donné, si tu veux bien t'adapter aux entraînements, il faut en récupérer le mieux possible. Donc je t'apprends rien sur le fait que c'est un peu bateau ma phrase, mais bien manger, bien dormir, bien boire, c'est l'élément numéro un de la récup, hein, sans rentrer dans les détails aujourd'hui. Mmh. Donc tu auras beau être le meilleur prépa physique, le meilleur entraîneur du monde, si ton athlète, il se couche tous les jours à 3 heures du matin et qu'il mange un McDo tout le temps et que boire, c'est pas trop son truc, le prends pas pour toi s'il se blesse souvent ou s'il progresse pas autant que tu l'aurais voulu.
Donc nous, en tant que professionnels, je pense qu'on a aussi cette nécessité d'être curieux sur ces sujets-là, de pas juste se dire: «Moi, de toute façon, je suis juste payé pour entraîner». Parce que je pense qu'il va falloir tranquillement, si c'est pas le cas pour les athlètes, avoir la capacité à faire de la pédagogie sur ces sujets. Parce que, pour le coup, comme c'est des sports qui demandent vraiment du temps pour atteindre, un petit plafond de verre en termes de progression, heu et qui demandent une certaine robustesse dans la charge d'entraînement, tu as tout intérêt à être curieux sur ces sujets-là et à passer peut-être un petit peu moins de temps parfois dans de l'entraînement physique pour prendre le temps de discuter avec eux, pour essayer d'améliorer certaines pratiques et puis s'ils n'ont pas envie, qu'ils veulent pas le faire, bah, tant pis pour eux, mais au moins toi tu auras dit ce qu'il fallait tu auras dit ce qui devait être dit, pardon. Et au moins on pourra pas te le reprocher et puis, bah, je suis prêt à parier que ceux qui t'écouteront sur ce sujet-là, bah, bizarrement, seront plus souvent efficaces sur les séances importantes et à un moment donné, bah, à l'échelle d'une saison, ça s'additionne et bah, ceux qui étaient peut-être à la traîne en termes de compétences au départ, vont peut-être recoller les wagons tout doucement et peut-être tout doucement aller battre des mecs qui avaient, des facultés dans ces sports-là, quoi. Et pour le coup, je vais pas te citer les noms évidemment, hein, mais si moi je devais te faire un peu un petit historique de certains que j'ai connus, chez les minimes, chez les cadets qui maintenant vont aller aux Jeux cet été, bah, parfois c'est pas les meilleurs chez les jeunes, c'est ceux qui ont été le plus, impliqués dans leur projet de performance qui maintenant, sont là. Alors évidemment, ils étaient pas nuls, hein, sinon ils seraient pas aux JO. Ah ouais. En tout cas, c'est pas ceux sur qui on aurait misé, directement en mime cadet. C'est juste derrière les meilleurs. Alors certains des meilleurs sont toujours là, mais donc bref, de toute façon, j'ai pas cité de nom, donc c'est bon. Mais voilà, ça reste quand même des sports où ça te demande quand même relativement du sérieux parce que sinon tu tolères moins bien les charges d'entraînement et puis à un moment donné, ça t'éclate au visage, quoi. Ouais, 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 je te rejoins complètement là-dessus. Avant de passer sur la conclusion du podcast, est-ce que tu aurais autre chose à rajouter sur l'endurance ou autre qu'on n'aurait pas évoqué ou quelque chose qui te tient à cœur? Écoute, ouais, alors quelque chose qui me tiendrait à cœur, j'aurais tendance à te dire, on a beaucoup parlé de fort volume d'entraînement, de basse intensité et cetera. Tout ça, ça prend du temps et je suis pas sûr que tous tes auditeurs aient la capacité à aller s'entraîner pendant 30 heures par semaine, hein. Déjà, si on fait 10 heures toutes les semaines, c'est déjà beau. Mmh. Moi, ça m'arrive plus trop souvent de faire 10 heures, donc je serais très content déjà si je faisais encore 10 heures. Et avoir en tête que, bah, évidemment, si on n'est pas professionnel, si c'est pas notre sport premier, si on a moins de temps, si on a une vie qui est prenante d'un point de vue professionnel, scolaire, familial et cetera, il y a vraiment cette idée pour moi que si tu veux être bon dans les sports d'endurance, ce qui compte déjà, c'est de valider les séances de qualité. Et donc il faudra être vachement à l'écoute de soi-même, à l'écoute de sa gestion des charges d'entraînement et de pas hésiter à reporter certaines séances si tu sens que c'est pas le bon jour parce que ça fait 4 jours que tu dors pas, que tu es stressé et cetera. Et donc c'est ça, voilà, si j'avais un message à faire passer, c'est soyez lucide sur ce que vous avez à travailler, donc les choix en salle de muscu, en haute intensité, en basse intensité et cetera. Si vous avez pas le temps de mettre beaucoup de basse intensité, bah, évidemment, vous allez revoir un peu le ratio et puis, bah, finalement, il y aura un petit peu plus de haute intensité que pour des sportifs, aguerris. Mais pour autant, n'ayez aucun scrupule à décaler une séance, voire à la supprimer, parce qu'à un moment donné, le but, c'est pas de la décaler et de les enchaîner ensuite. Voilà, ce qui compte pour moi, c'est de faire en sorte de valider les séances et si on est trop fatigué, on n'est pas capable de les valider et ce sera très contre-productif. Ça amènera beaucoup de mauvaise fatigue et ça va se répercuter à la fois dans votre progression dans votre sport, dans votre capacité à pas tomber malade, à pas se blesser, à être efficace au travail, dans votre vie de tous les jours. Donc ça sera beaucoup d'aspects très négatifs au quotidien, sportif ou non sportif. Donc voilà, et ayez vraiment cette notion que si vous voulez gagner en endurance, bah, c'est du long terme. Si vous voulez être efficace sur le long terme, c'est finalement beaucoup d'écoute de soi-même. Alors on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, hein. Il peut y avoir différents marqueurs pour être sûr de est-ce que je suis trop fatigué ou pas. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, si tu as un doute, bah, va mettre une petite séance de basse intensité, reporte-la à un autre jour où tu te sentiras plus capable de la faire. C'est que partie remise, parce que si tu vas au casse-pipe, ça va pas être très positif. Je suis d'accord avec toi. Si tu avais 3 conseils à te donner, pour des sportifs qui nous écoutent, on va dire peu importe, leur niveau pour faire assez large et pour des, entraîneurs ou des préparateurs physiques qui entraînent ces sportifs, quels seraient ces conseils?
Sur tout type de sujet, du coup, j'imagine? Ouais, Comme on question? tu peux rester sur l'endurance si tu veux, mais je pense ouais, de manière générale pour performer, quoi. Écoute, j'ai pas d'ordre exhaustif et là, j'y vais vraiment à chaud. Je te dirais en un, soyez extrêmement curieux. Alors curieux, ça ne veut pas dire aller tout voir et faire n'importe quoi, hein, mais pas vraiment pas hésiter. C'est comme on le fait aujourd'hui, hein, tu vois? Si je te dis oui, c'est que moi, ça m'éclate d'échanger avec des collègues, avec des passionnés et moi, le premier, bah, comme tu me poses des questions auxquelles je m'attendais pas, bah, pendant 1 heure, ça me demande de réfléchir et ça va forcément me rendre meilleur, dans ce que je fais. Donc voilà, soyez curieux, échangez avec les autres, allez voir ce qui se passe ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils font bien les choses, mais peut-être que ça va vous questionner, vous allez vous dire: «Putain, pourquoi il fait ça? Ouais, je suis pas du tout d'accord, ça me renforce dans mes idées» ou à l'inverse: «Ah putain, il y a peut-être un truc à prendre» et puis soyez curieux dans des choses qui sont un peu opposées à vos disciplines, à vos spécialités. Tu vois, je sais pas, quand tout à l'heure on s'est mis à parler d'aspect, bioméca en course à pied, bah, moi, je sais que, par exemple, si je devais prendre cet exemple, les travaux de JB Morin, ça m'éclate, alors que évidemment c'était pas ma priorité il y a 10 ans. Je voulais juste comprendre c'est quoi les sports d'endurance comme tu l'as dit. Pour autant, à un moment donné, si je veux améliorer, les qualités musculaires du pied de mes athlètes, bah, je vais devoir aller voir ce qui se passe dans des sports, type, athlé, foot et cetera. Parce que, c'est moins notre priorité, donc on a moins travaillé dans les sports. Ça serait la première chose, mais à l'inverse, je vais faire exprès d'opposer le deuxième point en disant: «Mais n'oubliez jamais les bases». Parce que je pense que, en tout cas c'est mon avis, ça fait encore une fois un peu vieux con, je ressors ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, le fait d'être abreuvé d'informations tout le temps. J'ai parfois l'impression, et je me trompe peut-être, hein, mais qu'on veut un peu trop réinventer la poudre, alors que de toi à moi, les bases de l'entraînement dans quasiment, je pense, toutes les disciplines, on les connaît depuis bien longtemps et qu'avant de se poser la question, de marcher sur les mains pour, devenir meilleur dans un sport où on est sur les pieds, bah, il va déjà falloir faire les bases. Donc ça, je pense que c'est important et du coup, pour comprendre ces bases, bah, ne pas hésiter, je pense, hein, des fois à aller au-delà de la science, alors que je suis le premier à mettre une casquette de scientifique et d'aller voir ce que font, des anciens, pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça leur a apporté. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais au moins vous redébattrez avec des gens qui ont de l'expérience et ça, c'est super. Ça me fait 2 points, qui m'en a demandé 3 et 3 pour des entraîneurs et 3 pour des sportifs. Je sais ah pas sur putain, qui oui. tu étais parti. Ah bah, je suis parti sur tout le monde là. Je suis Ah, parti sur moi tout le monde, aussi. mais bon, on va dire que c'est beaucoup plus pour les entraîneurs ce que j'ai dit. Ouais. Et puis un troisième point pour les entraîneurs et ben, j'ai envie de dire pratiquer. Ça va peut-être paraître, bateau, mais bah, parfois à certains moments de nos vies, ça a pu être plus compliqué, moi le premier. Pour autant, je pense que ça reste important. Pas tant, enfin, oui, OK, pour être crédible face à nos sportifs, OK, why not? Mais bon, après, si tu as 60 ans, j'ai envie de te dire, c'est pas là-dessus qui va venir chercher ta crédibilité. Pour autant, je pense que c'est important, tu vois, quand on c'est notre quotidien, à la fois d'être en bonne santé, à la fois de comprendre de quoi on parle et que même si on s'entraîne moins avec l'âge pour différentes raisons, ça devient des fois un petit peu plus dur certaines séances. Pour autant, voilà, je pense que parfois quand on pratique plus assez, on se rend plus assez compte de ce qu'on peut demander. Donc c'est assez intéressant de faire ça et puis, bah, si on a plus cet objectif aussi de compète comme quand on était plus jeune, bah, ça peut permettre aussi de parfois peut-être d'aller explorer, d'autres types d'entraînement, pour mieux le comprendre. Là, j'ai plus été sur les entraîneurs et puis, bah, écoute, pour les sportifs, je vais commencer par ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense que l'écoute de soi-même, c'est vraiment un point hyper important, d'oublier un peu son ego. Alors je sais pas si c'est le même point ou si je suis passé au point 2, mais voilà, je pense que quel que soit notre niveau de compétitivité, à partir du moment où on est un dossard, où on fait une compète, on a un ego et du coup, ça va parfois nous faire des raccourcis. Alors que pour être performant, c'est avant tout, une nouvelle fois, faire les bases, prendre son temps, pas trop regarder ce que font les autres parce que c'est pas forcément le champion du monde de l'entraînement qui sera le champion du monde en compète. Celui qui aura fait les choses dans l'ordre, et qui fera les bons choix le jour J. Et puis un troisième point pour ceux qui sont compétiteurs, et ben, je vais retomber sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour les entraîneurs. Soyez un petit peu plus curieux de ce que vous faites, parce que, simplement, faire parce qu'on vous dit de le faire, je suis pas sûr que c'est ce qui t'amènera à ton meilleur niveau
en compétition. Parce que dans la majorité des sports, tu es tout seul avec toi-même quand il faut faire les choix et faire les bons choix. Et puis, le meilleur moyen de challenger les personnes que tu payes ou qu'on paye pour toi, je pense que c'est de s'intéresser à ce qu'ils font. Alors, le but du jeu, c'est pas d'embêter son entraîneur tous les jours. Mais pour autant, moi, j'aime quand un athlète vient me challenger parce que ça me remet en question, ça me met la pression et ça m'oblige à essayer de faire les meilleurs choix possibles. Alors que si c'est juste un béni oui qui suit ce que je lui demande, de moi-même, avec le temps, je vais peut-être être un petit peu moins rigoureux et donc ça sera négatif pour tout le monde. Dernière petite question. Qu'est-ce qu'un bon entraîneur pour toi? Écoute, un bon entraîneur, j'avais pas vu venir celle-ci. Écoute, un bon entraîneur, pour moi, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, qui croit vraiment jamais vraiment dans ce qu'il fait. Dans le sens où, il doit avoir la capacité à se remettre en cause, il doit avoir la capacité à accepter qu'il fait des erreurs parce qu'on en fait tous les jours, très clairement. Alors que ce qu'on avait fait, l'année d'avant, au même moment de l'année, était peut-être bien. Dans ce contexte-là, ça marche peut-être pas. Donc il faut accepter, la critique, les erreurs, mais avoir la capacité à les analyser, à se corriger et à réadapter. Et pour autant, je pense qu'il faut pas, l'être à l'extrême. Il faut croire dans ce qu'on fait, il faut croire dans ce qu'on met en place, parce que c'est aussi un bon moyen de réussir dans nos disciplines et face avec nos athlètes. Parce que, si tu te remets tout le temps en cause et qu'à chaque fois qu'il va te dire un truc, tu dis: «Ouais, OK, tu avais raison», je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose sur le long terme. Donc tu vois, il y a un peu cette ambivalence pour moi, c'est croire en ce que tu fais et le meilleur moyen de toute façon de croire en ce que tu fais, c'est d'avoir fait le taf avant d'arriver face à tes athlètes. Parce que si tu es quasiment sûr de ce que tu vas leur proposer le lundi, tu peux croire dans ce que tu vas faire, mais pour autant, peut-être que le lundi, ça se passera pas comme prévu, mais vu que tu as bien préparé le truc, tu auras la capacité à t'adapter. OK, je suis assez d'accord avec ta vision et on arrive sur, la fin du podcast et je vais te laisser le mot de la fin pour Écoute, conclure. le mot de la fin très simple, hein, comme toujours, merci pour l'invite parce que, moi, ça m'éclate toujours d'échanger avec, des gens passionnés et tu as l'air de l'être. Merci du coup d'inviter des personnes qui sont, comment dire? Dans des domaines, qui sont pas les mêmes parce que, ça nous nourrit tous et donc merci pour ça, c'était cool. Écoute, merci à toi. Merci à toi d'avoir, pris le temps, même si, on a pris un petit moment avant de pouvoir, s'organiser ce podcast, mais je suis très content de l'avoir fait. Tu m'as appris des choses et j'espère aussi aux auditeurs que tu as pu leur apporter, des billes. Donc, merci à toi. Écoute, avec plaisir, merci à toi aussi et puis n'hésitez pas s'il y a la moindre question. On peut te retrouver sur, Instagram si les auditeurs veulent suivre un petit peu ce que tu fais. Écoute, pas de souci. Alors évidemment, je suis pas un influenceur, donc ils auront pas des infos tous les jours, mais à minima et à la fois, ils pourront suivre ce que je fais et moi, ce qui m'éclate, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, hein. C'est d'échanger, de faire de la péda, donc voilà, s'il y a des questions, des choses, faut pas hésiter, vous m'écrivez et Yoann pourra vous le confirmer, je peux prendre du temps à répondre, mais je réponds toujours. Exactement, c'est vrai, je confirme. Écoute, je te remercie encore une fois et puis, je vous dis à la prochaine, pour un nouvel épisode. Salut! Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.